Voici maintenant l'interprétation sur la situation technico-économique et financière. Donc, je reprends chacun des éléments calculés et j'en fais l'interprétation. Donc, concernant les ratios de liquidité à court terme, on considère qu'un 1,11$ c'est fait pour couvrir 1$ de dette et que ce n'est pas sécuritaire. Si, advenant le cas où les revenus prévus ne se réaliseraient pas, bien là, on serait dans une situation où on était en problème de liquidité. L'entreprise n'a pas une capacité suffisante pour faire face aux risques à court terme, donc c'est à ça que sert la liquidité. Il y a beaucoup de comptes à recevoir, donc on peut aller à ce moment-là observer les données du bilan dans le court terme, puis voir qu'est-ce qui pourrait être problématique, qu'est-ce qui fait que le ratio est faible. Donc oui, il y a beaucoup de dettes à court terme, mais il y a aussi beaucoup de comptes clients qui sont à recevoir. Il y a des stocks importants de fourrage et de céréales, donc ça peut être questionnable. Est-ce qu'on pourrait vendre des stocks qui ne sont pas nécessairement utiles ou indispensables au fonctionnement normal de l'entreprise? Est-ce que la marge de crédit est mal gérée ou est-ce qu'elle est bien gérée? Est-ce qu'on a des paiements en retard qui font qu'on paye beaucoup d'intérêts ou tout simplement qu'on a des éléments, des actifs qui devraient être financés sur une plus longue période? Donc, tout ça peut faire partie de mon interprétation. Concernant la couverture des dettes à moyen long terme, donc on va viser 1,25, on a 1,22, donc on est en bas un peu de la norme. On dispose de 1,22 pour $1 de dette, c'est peu, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Il semble y avoir des actifs à moyen long terme financés à long terme, comme la machinerie, parce qu'il y en a beaucoup à long terme. Il faut toujours se rappeler qu'il doit y avoir une correspondance entre la durée de vie de l'actif et la durée de son financement. Donc, c'est pour ça que le ratio doit être équilibré. Donc, la quantité d'actifs à moyen long terme doit correspondre et même être supérieure à la quantité de prêts reliés à ces actifs-là. Puis, il faut qu'un actif qui dure 10 ans doit être financé avec un prêt de 10 ans et non plus court. Donc, le problème est davantage à long terme parce qu'il y a beaucoup d'emprunts à long terme. Point 3, autonomie financière. Elle est assez bonne parce qu'elle est proche de la norme de 70 et plus. Comme je vous ai expliqué, donc dans les productions contingentées où on a un revenu régulier, où on a un quota qui a une valeur déjà importante, l'autonomie financière recommandée est d'être entre 70% et plus. Mais quand on est en haut de 50%, c'est-à-dire qu'on possède l'entreprise à 50% et plus, c'est déjà considéré comme bon ou pas mauvais, si je peux dire. Parce qu'on est au Québec dans une situation où personne n'atteint 70% ou rarement, même les entreprises les plus performantes. Bon, c'est le ratio le plus important parce que plus on a une bonne autonomie financière, plus on est capable de faire face aux imprévus puis de réinvestir aux besoins. Donc, le propriétaire possède 63% des actifs de l'entreprise. Ça nous donne l'indice de la capacité à emprunter de nouveau s'il y avait un problème grave qui survenait. Donc, cette ferme-là, on considère qu'elle a une autonomie financière qui est suffisante, même si elle est en bas de 70. Donc, fiez-vous à la norme de 50. Là. Sans me dire que c'est très bon, ben dites que c'est quand même suffisant. Le ratio de levier, plus il est bas, mieux c'est. Synonyme aussi de l'endettement, du niveau d'endettement. On doit viser moins de 50% de dette. On sait qu'il y en a 40 parce que mon ratio est à 63. En tout cas, il y en a 37. 37 plus 63, il faut que je vérifie mes calculs, ça fait bien ça. Puisque l'autonomie financière est à 60%. Donc, elle est à 63. Ici, je pourrais mettre 37 pour être plus juste. Donc, on est à moins de 50% de dette, ce qui est bon. Point 5, rentabilité économique et financière. Je peux les traiter en même temps parce qu'ils sont faibles toutes les deux. Même si l'économique se rapproche du groupe de tête, il ne faut pas oublier l'ordre à respecter. La financière doit être supérieure à la rentabilité économique, ce qui n'est pas le cas. Supérieure au taux d'épargne du marché qui est de 1,12, dans ce cas-là, c'est le cas. Et supérieure au taux moyen d'intérêt qui est à 3,3, ce qui n'est pas le cas. Donc, l'ordre n'est pas respecté. Se rappeler entre financière et économique, le fait est que les capitaux investis doivent rapporter plus que les actifs, plus que si on plaçait l'argent sur le marché, ce qui n'est pas le cas. La rentabilité du capital et des actifs doit dépasser le taux d'intérêt que l'on paie sur les emprunts. Donc, c'est certain que le bénéfice que fait l'entreprise, le profit que génère l'entreprise doit être supérieur en pourcentage à ce que l'on paie sur les emprunts. Sinon, on perd de l'argent avec l'argent emprunté, ce qui est le cas, ce qu'on appelle l'effet de levier négatif. Plus le bénéfice sera élevé, meilleure sera la rentabilité. Donc, rentabilité, c'est synonyme c'est en lien, en tout cas, avec le bénéfice.
Je poursuis. Point 6, le taux moyen d'intérêt payé sur les emprunts. Donc, il est élevé. Il est plus élevé que la moyenne régionale, plus que le groupe de tête. Donc, les intérêts diminuent, le bénéfice et le solde résiduel, qui est ce qui reste une fois que tout a été payé. Ils affectent aussi la capacité de remboursement. La marge de crédit entraîne des frais d'intérêt élevés et elle est très élevée. Donc, il y a trop d'intérêts qui sont payés présentement. Capacité de remboursement, on a 79 000 pour rembourser 107 000, donc on n'est pas dans la situation optimale. On ne réussit pas à couvrir l'amortissement. Donc, on se rappelle que pour obtenir le 79 000, on a couvert les amortissements et le coût de vie. Les amortissements ne sont pas une réelle sortie d'argent, mais bien une provision pour renouveler les actifs ou faire face aux imprévus. Donc, le renouvellement des actifs va être difficile. Je suis en situation de CDR maximale parce que la maximale, si je ne couvre pas les amortissements, ça me donne 133 pour rembourser 107. Puis, il va me rester 26 000 que je vais pouvoir appliquer comme coussin. Donc, plus élevé que la moyenne, mais laisse peu de marge de manœuvre en vue d'investissement futur. Donc, une partie des amortissements va être couverte. C'est viable à court terme, mais plus ou moins à long terme. Donc, ce qu'on peut faire pour améliorer ça, c'est réduire le coût de vie, qui n'est par contre pas très élevé. L'efficacité technico-économique se traduit au travers de deux ratios, la marge par vache et le taux de charge. Donc, la marge est très faible, puis le taux de charge est bon. L'endettement, on a dit qu'il y avait une mauvaise structure de financement parce qu'il y a trop de dettes à court terme et à long terme, ce qui fait qu'on pourrait en transférer à moyen terme. Il faut aller voir ce qu'il y a sur la marge de crédit. Les emprunts moyen-long terme par production, c'est bon. L'endettement est probablement plus relié à court terme. L'efficacité du travail, c'est dans la moyenne. Par contre, le lait par UTP est faible. Donc, la problématique est peut-être au niveau de l'efficacité. L'efficacité du troupeau, le lait par vache était insuffisant. La marge par vache, on l'a vu, était faible. Le lait fourragé protéines et énergie, c'est faible également. Est-ce que c'est relié à la qualité des fourrages? On va le voir un petit peu tantôt dans l'interprétation plus globale. L'alimentation, lait par kilo de concentré, c'est bon. Les immobilisations, les charges machinerie à l'hectare sont plus élevées que la moyenne régionale, mais très peu. Les actifs par lait produit, OK, la quantité d'actifs au total ne semble pas être un gros problème. Et je continue avec les points forts, points faibles dans une autre vidéo.